Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour surfer sur l'actualité. Alors, c'est pas une actualité récente, mais qui a été remise au goût du jour, c'est que cette actualité, par un petit short de Thibaut InShape, un petit short pour attirer l'attention sur le sport, avec un titre qui était « Pourquoi les Noirs sont plus musclés ?» Alors, il ne parle pas que des Noirs, d'ailleurs, dans sa petite vidéo qui est plutôt sympathique, hein, qui est une vidéo sans prétention, puisque Thibaut ne se prétend pas scientifique, ne se prétend pas un spécialiste de la génétique, mais Thibaut, dans sa vidéo, est assez honnête, et il ne fait pas dans le délire égalitaire et zététicien, où on essaye de faire croire aux gens par démagogie que tout le monde peut être un champion, il suffit d'en avoir la volonté et de travailler. Alors oui, Thibaut le dit, je le dis, nous le disons tous, pour être un champion, il faut avoir une bonne génétique, mais il faut aussi travailler énormément et avoir la chance d'être né dans un milieu socio-culturel qui te permettra d'accéder au sport dans lequel tu peux être performant. Thibaut le dit très bien, mais il parle surtout de la génétique et il explique que la génétique est fondamentale. Alors c'est ce que j'explique aussi, j'explique toujours que la génétique est fondamentale, c'est pour ça que des abrutis de zététiciens ont confondu ce que je disais, en disant que je disais que c'était la morphologie qui fait tout. Non, c'est globalement la génétique qui fait tout, mais il faut là-dessus travailler aussi, mais la morphologie fait partie de la génétique. Mais la génétique ne touche pas que la morphologie visuelle du corps, elle touche les tissus, les capacités respiratoires, elle touche énormément de domaines qui vont faire de toi ou de ton voisin un champion. Mais bien sûr, la morphologie fait partie de la génétique, mais c'est pas la morphologie en elle-même qui est une partie de la génétique. C'est la génétique qui est fondamentale pour faire un champion. On s'aperçoit que les sports sélectionnent des individus qui, en général, sauf exception, ont à peu près la morphologie faite pour ce sport, tout simplement. Donc, Thibaut a fait une très bonne petite vidéo, je vous passe le début parce que c'est marrant, Thibaut, je le conseille, c'est du divertissement, mais du divertissement de qualité, on apprend pas mal de trucs, en plus c'est quelqu'un qui est honnête, je le verrai bien en ministre des Sports, même ministre de la Culture, parce que il est populaire et malgré la célébrité et l'argent, il a toujours su rester honnête. Voilà, alors je vous passe le début de la vidéo de Thibaut InShape et après on va approfondir. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous êtes nombreux à me demander. Comment ça se fait que les Blacks, ils ont la meilleure génétique au monde, que ce soit pour faire du sport, prendre du muscle, courir vite, explosivité, etc. On va essayer de comprendre ça dans cette vidéo YouTube. Je dédicace cette vidéo à mon pote Christophe avec qui j'ai... Voilà, alors il est très sympa, alors il dit pourquoi les Blacks ont la meilleure génétique. Alors il faut revenir là-dessus, les Blacks n'ont pas la meilleure génétique pour faire du sport, mais ils ont la meilleure génétique pour de nombreux sports. Alors, on va dire que l'avantage, c'est surtout des contraintes. Il l'explique, il dit que c'est le milieu qui fait la génétique s'adapte au milieu, et cette génétique va permettre de performer dans certains sports. Alors, c'est le milieu qui te forme, nous sommes les enfants du milieu, les enfants du climat, et nous sommes forgés par notre biotope. Alors c'est sur des générations, bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien qu'on s'aperçoive quand même que la sélection naturelle va souvent beaucoup plus vite qu'on ne le pensait avant. Alors, pour les Africains, et pour le fait qu'ils sont performants dans de nombreux sports comme l'athlétisme, comme il explique, les courses, le sprint, ou même les courses d'endurance, ce sont avant tout la génétique, mais ce n'est pas des adaptations génétiques au sport, bien sûr vous en doutez, le sport c'est que récent, ce sont des adaptations génétiques à la chaleur et au climat africain, et qui sont liées avant tout à des adaptations pour favoriser une bonne thermorégulation, c'est-à-dire en Afrique, éviter de monter en surchauffe. Ce qui fait que les individus vont développer tout un système musculaire et tendineux et une structure du corps
pour évacuer le plus possible la chaleur. Donc vous savez, ces individus longilignes que l'on voit, avec de grands bras, de grandes jambes. Alors une cage thoracique moins développée que celle des Européens pour des raisons que je vais vous expliquer. C'est parce qu'en Europe, comme il fait froid, on est obligé de chauffer notre corps en produisant de la chaleur musculaire. Je vais vous l'expliquer un peu après. Et donc le carburant du carbone, on va dire des graisses aussi, c'est l'oxygène que nous respirons. Donc une grosse cage thoracique pour les Européens pour pouvoir pas respirer mieux, mais produire plus de chaleur. On marche avec un espèce de... Alors surtout les Inuits, bien sûr, après les Européens, on trouve de tout, et puis les Nordiques aussi, mais les gens qui sont habitués au Nord, les Slaves, puis même les Asiatiques du Nord, bonne cage thoracique, gros poumons en général, pour pouvoir produire de l'oxygène, non pas pour respirer plus, mais pour produire de la chaleur. Donc, on n'a plus besoin maintenant des chauffages centrales, mais c'est ça, vous savez, un peu comme le soufflet que l'on met dans le feu. Donc, les contraintes de thermorégulation pour les Africains sont des contraintes de survie les plus fondamentales, c'est-à-dire monter en surchauffe en Afrique, t'entraîne très rapidement à la mort, puisqu'il fait très chaud, on est à l'équateur, avec beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur, beaucoup plus, c'est très lumineux, beaucoup d'énergie qui vient du ciel, et donc il faut se protéger. Alors déjà on est tout noir en général à l'équateur, on est tout noir pour la bonne raison qu'il faut protéger aussi des rayons UV, des UV qui peuvent dégrader les cellules, voilà, de la peau, puis générer des pathologies et des cancers, et puis on blanchit au nord parce que à ce moment-là il y a moins d'UV et on en a besoin pour la croissance et pour stimuler son système immunitaire et surtout pour une bonne croissance. Alors c'est surtout valable pour les femmes qui avaient besoin justement à un certain moment de blanchir au néolithique quand elles se sont mis à avoir une alimentation un peu plus pauvre en vitamine D naturelle. Donc c'est une vitamine D, c'est une hormone qui se synthétise par la peau, par la lumière. Donc c'est par la femme que l'Européen a blanchi. Voilà, donc c'est intéressant, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc les Africains, à eux, c'est des problèmes de thermorégulation qui font qu'ils vont être très forts en sport parce qu'ils vont avoir à ce moment-là des grandes jambes égale grandes enjambées. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir faire des plus grandes enjambées. Vous voyez, un lévrier courir et un teckel, c'est pas la même chose, mais en vérité, c'est parce qu'ils ont un grand corps avec des grands bras, et donc c'est un maximum de surface extérieure pour un minimum de volume intérieur pour en vérité évacuer la chaleur par la peau et la transpiration pour éviter de monter en surchauffe et de protéger cet organe fondamental qui est le cerveau, qui est notre organe principal avec lequel nous avons pu nous développer et conquérir le monde et devenir les rois du monde, entre guillemets. Je crois qu'il y a plus de kilos de fourmis sur Terre que de kilos d'hommes, je pense. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est grâce à ça qu'on a pu se répandre sur toute la Terre. Comme dit Hublin, l'homme est un animal, une espèce invasive. Voilà, comme le rat, ou la souris, ou le pigeon des villes. Voilà. Alors c'est intéressant de comprendre donc de grandes jambes, mais aussi tout un système musculaire qui est ramené près du centre de gravité, donc au niveau des fesses, et tout le bas des jambes, les ischios, les mollets, extrêmement tendineux, pour éviter, quand ils se déplacent, de produire de la chaleur, puisque le muscle produit, globalement, c'est pas tout à fait ça, mais produit dans sa contraction à peu près 30% d'énergie qui vont partir pour le déplacement, pour la locomotion, pour le mouvement, et 70% pour la chaleur. C'est assez simpliste, mais c'est à peu près ça. Donc, moins tu produis de chaleur en déplacement, moins tu montes en chaleur et moins tu risques d'avoir une pathologie lourde, une montée en chaleur qui va te tuer, un coup de chaleur qui va te tuer. Donc tout est fait chez l'Africain pour réduire la montée en chaleur. Non, c'est pas pour être sportif. L'avantage, c'est que ça fait de grandes jambes avec de grands tendons très tendineux pour récupérer l'énergie de la chute, donc du déplacement, et se repropulser avec l'énergie cinétique qui a été accumulée dans les fibres tendineuses et dans les fascias pour pouvoir repartir. Donc ça économise énormément d'énergie, ça permet de ne pas monter en chaleur, mais ça fait aussi des coureurs qui rebondissent
hein, littéralement, sur leur surface tendineuse, hein, que ce soit le levier, le triceps sural, tendon d'Achille, ou le côté très tendineux des ischios, des Africains. Hein. Alors, ils ont encore d'autres particularités. Donc, tout leur bloc moteur est monté en haut, près du centre de gravité, c'est-à-dire gros fessier, os iliaque projeté vers l'arrière, hein, qui permet d'implanter ce gros fessier, hein, qui va faire toute la propulsion, avec un peu les quadriceps, mais les quadriceps montés plus haut déjà, et un gros, comment dire, un psoas iliaque, qui va compenser, qui va ramener la jambe, hein, c'est connu, des études ont été faites là-dessus, pour compenser ce grand fessier lors des grandes oscillations des jambes. Donc ça fait des très bons champions, que ce soit en sprint, puisque passé le démarrage, ils vont être extrêmement performants, puisqu'ils vont à ce moment-là récupérer sur les foulées par rebond l'énergie qu'ils ont mis dans le démarrage. C'est pour ça qu'on peut voir des fois des Européens, hein, très bons au démarrage, mais l'Africain, Usain Bolt, très bon pour finir, et en général, ils sont excellents et explosif, bien sûr. Hein. C'est aussi un avantage d'être très explosif, hein, musculairement, quand tu veux repartir, puisque déjà avec leurs grands tendons, ils repartent, et après, ils sont explosifs, mais on va dire les Kenyans ne le sont pas forcément. Alors, après, l'explosif, c'est bon pour déplacer un corps lourd, aussi un corps massif, ça a des avantages. Mais on peut voir, par exemple, les petits Chinois, ou même les gros Chinois, sont souvent explosifs, ils sont performants en haltérophilie, hein, par exemple, hein, leur structure du corps le permet, et en plus, ils sont très explosifs. Donc l'explosivité, c'est pas que les Africains. Par contre, la morphologie avec extrêmement tendineuse et récupération d'énergie, c'est les Africains, et c'est ce qui fait de grands champions en course, que ce soit de fond ou course de sprint, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent rebondir. Donc ça fait des mecs très très forts par rapport aux Européens qui, eux, se sont habitués au froid, hein, donc à des climats froids. Ils sont montés, on a vu que les premiers Européens, on doit en avoir un peu 1,4 million maintenant, hein, les antécesseurs, mais après ça a muté, il y a eu des remontées, souvent d'Afrique, on vient tous d'Afrique, hein, on a blanchi, hein, on vient tous d'Afrique, par Néandertal et aussi par le néolithique et l'abandon de la nourriture de chasse et de pêche, hein, où il y en avait moins de vitamine D, hein, plus d'agriculture. Donc on s'est habitué à des climats plus froids, donc la contrainte principale des Européens, même des premiers Européens, au nord, hein, donc si on montait au nord, c'était lutter contre le manque d'ensoleillement, mais surtout, hein, donc lutter contre des températures qui pouvaient devenir négatives et qui entraînaient la mort des individus. Donc, on peut chauffer quand on rentre dans les grottes ou quand on se fait des abris, quand on va dehors, faut avoir un système de thermorégulation extrêmement efficace. Donc, système de thermorégulation qui se fait par un corps qui prend la forme un peu d'une sphère, hein, des bras plus courts, des jambes plus courtes, un buste, donc des poumons plus gros pour pouvoir thermoréguler, hein, produire avec l'oxygène, produire de la chaleur par le mouvement musculaire, hein, et aussi un système digestif rempli de gras, donc intestin plat, ça fait une espèce de réfrigérateur, hein, où vous conservez de l'énergie. En hiver, quand il n'y avait pas encore les réfrigérateurs et les supermarchés, vous pouviez accumuler de l'énergie dans votre ventre, de forme viscérale, ou même sur votre peau. Donc en général, on est un peu plus gras, on a une espèce de manteau de gras autour de nous les Européens, alors, moi un peu, d'autres moins, et des membres plus courts, ce qui n'est pas le top pour la course. Alors on a aussi des grands Européens, je vous l'expliquerai après, puisqu'on a souvent, il en a parlé, on a souvent des types grands, mais pour des raisons de nourriture, les mêmes qui font qu'on a des grands en Afrique. Vous allez voir, tout se recoupe. Donc l'Européen va générer un système musculaire dans le bas du corps, avec des quadriceps qui descendent plus bas, un membre plus court, moins efficient pour la performance, moins efficace même pour la performance sportive, mais c'est de l'efficience pour la production de chaleur et la thermorégulation au froid, hein, avec des gros mollets. Alors c'est pas pour être plus fort, hein, c'est pour produire de la chaleur quand vous marchez, un gros bas de quadriceps, des fesses plates, tout ça pour pouvoir produire de la chaleur en marchant, en trottinant un peu quand il fait très froid, et avec de mauvais leviers. C'est pas extra pour courir, ça fait comme des lestes de cheville, hein, si vous courez avec de gros mollets, mais vous allez produire de la chaleur et vous n'allez pas mourir de froid, vous réchauffer au froid et pouvoir continuer une chasse sans tomber en hypothermie et mourir ou réfléchir moins bien pour aller chercher, puisque quand le cerveau baisse en température,
on réfléchit moins, et puis après, on peut même s'endormir et mourir. Hein. Donc en plus, ça évite de geler quand on a une bonne circulation et on produit de la chaleur avec ces mouvements des pieds. Donc même les mains des Européens, leur visage rougissent un peu. On a un système de contraction des vaisseaux, nous, par rapport au noir, hein, qui nous permet d'éviter de geler. Hein. C'est pour ça qu'on a les mains toutes rouges, on a mal. Le noir, il a pas mal. Hein. L'Africain, souvent, il sent pas qu'il va geler. Et puis quand il est trop tard, on lui coupe les doigts, alors que l'Européen, il a eu chaud avant et ça lui a brûlé les doigts. Mais c'est un système de vasoconstriction, vasodilatation qui permet de résister à ces climats froids. Le milieu nous forme, c'est fabuleux, hein, il faut le savoir quand on est africain, hein, quand on vient en Europe. Faites attention, vous n'avez pas les mêmes protections que nous, les blancs. Voilà. Et nous, les noirs, les blancs, si on va en Afrique, on ne peut pas être au soleil comme les noirs parce qu'on va griller, se faire des brûlures terribles avec le soleil et des cancers de la peau si on y reste trop longtemps. Donc, chacun a ses avantages, il faut toujours faire attention, et ses inconvénients quand on change de milieu. Mais c'est très intéressant de le comprendre. Donc les Européens ne peuvent pas faire des super bons coureurs. On a le maître, bien sûr, mais c'est pas majoritaire. Hein. Il a des gros mollets qui l'empêchent d'aller assez vite, mais il a de très grandes jambes et il est très explosif, hein, qualité neuromusculaire, capacité de générer une contraction de beaucoup de fibres musculaires d'un coup. C'est pas donné à tout le monde. Alors il parle de génétique un peu Thibaut, mais moi je vous parle de thermorégulation parce que les gens pensent que c'est pour courir. Hein. Si les noirs courent vite, c'est parce qu'ils devaient courir après fuir un lion ou courir après une gazelle. Non, pas du tout. C'est de la thermorégulation. Et si nous on a des gros mollets, des grosses cuisses, c'est pas pour être fort en squat ou soulever des gros poids à la machine à mollets, parce qu'on sera même moins fort qu'un Africain qui récupère à la descente l'énergie de la descente dans ses grands tendons. Ils peuvent te remonter des tonnes, même s'ils ne produisent pas de contraction musculaire. Nous, les Européens, c'est pour produire de la chaleur, c'est pas pour être plus fort, hein, qu'on a des gros muscles, contrairement aux idées reçues. Au début, tout est basé sur la thermorégulation pour protéger cet organe fantastique des coups de chaud ou du refroidissement fatal. Hein. Donc ça, c'est très intéressant de comprendre ça. Donc voilà, j'ai à peu près parlé du système de thermorégulation qui fait les champions de course ou qui empêche d'en faire, hein, c'est pour les Européens. Alors, les Asiatiques en ont, sur 60 mètres, hein, on peut voir, ils ont une très bonne capacité à démarrer, ce ne sont pas des finisseurs, et quand ils prennent de la masse musculaire, ils la prennent dans le bas de jambe, et ça ne marche pas, et puis ils se chargent aux stéroïdes, comme tous les champions à un certain niveau, ça ne marche pas non plus. Voilà. Alors, on va nous parler des Islandais. Alors, pourquoi les Islandais sont-ils grands, hein? Et pourquoi les Allemands du Nord sont-ils grands? Pourquoi ces gens-là sont des grands? Puis il avait dit aussi les Dinkas et les Peuls. On a les plus grands individus en Afrique, hein, les Dinkas et les Peuls. Hein. Ils font souvent 2 mètres, même les Maasai. C'est pour la même raison que les Allemands du Nord sont grands et que les Islandais sont grands, c'est parce qu'ils boivent du lait. Et le lait a un avantage, c'est qu'il apporte beaucoup de calcium et assez de protéines aussi animales et de graisse, hein, moins en Afrique, hein, ce sont des grands avec des grands os et moins massifs musculairement, parce que ça évite aussi la sélection des petits, hein, lors des famines. Le lait évite les famines, hein, puisque ça vous fait une alimentation en plus avec beaucoup de calcium, donc il n'y a pas de carence calcique chez ces individus-là. Donc on ne va pas avoir des gens qui vont être sélectionnés par leur petite taille qui demandent moins, en fin de compte, de consommation calcium pour bâtir et conserver un squelette massif ou grand, massif ou grand pour les Islandais, grand et plutôt longiligne, hein, pour les Dinkas et les Peuls, puisqu'ils vivent en milieu plutôt sahélien, hein, avec un peu moins de calories que les Camerounais, hein, par exemple. Donc c'est très intéressant de comprendre que c'est le calcium et l'apport du calcium laitier qui fait que l'on a des grandes populations, parce que il n'y a plus de sélection des petits, hein, par rapport aux carences calciques, puisqu'un petit a besoin de moins de calcium qu'un grand, et un grand, s'il manque de calcium, il va faire à un certain moment ou du rachitisme, c'est pas le top pour un enfant, ou du rachitisme de l'adulte qu'on appelle l'ostéomalakie, je me souviens plus, je suis pas un grand, j'ai l'écrire mais je sais pas le prononcer, qui est de rachitisme de l'adulte et qui touchait principalement les femmes allaitantes et les femmes qui avaient beaucoup d'enfants, parce qu'elles puisent sur leur réserve calcium pour faire croître leurs petits-enfants. C'est elles qui payent le prix fort dans la sélection naturelle le plus souvent. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant de comprendre que les grands individus, c'est le lait, et si les Islandais sont grands et si les Dinkas et les Peuls sont grands, c'est pour la même
raison, hein, c'est pas, même les Maasai, c'est parce qu'ils boivent du lait. Hein. Pareil pour les Allemands du Nord, pour les peuples baltiques sud, comme on a Zydrunas Vasiskas, je crois, qui est un très très grand powerlifter en taille et en force. Hein. Ce sont des mecs qui boivent du lait, un peu comme les Polonais du côté baltique. Hein. Ce sont des grands gars. On réduit un peu en taille quand on arrive plutôt vers dans la slavité, il y a déjà moins de vaches, mais on mange beaucoup de cochons, des patates, ça va, hein. Mais on est un peu moins grand parce qu'il y a moins de calcium. Voilà, et ça sélection, et il n'y a pas de... à ce moment-là, il y a une sélection sur les gens qui vont faire du rachitisme. Hein. Il y aura les rachitiques, ceux qui auraient tendance à consommer trop de calcium vont mourir, alors que ceux qui ont du lait, ça les conserve quand même. Et ça fait des grands. Hein. C'est pour ça qu'il faut continuer à bouffer du lait quand t'es un mec du Nord ou quand t'es un Dinka ou un Peul. Alors après, on va parler des mecs costauds, des mecs très musclés. On dit les Africains sont très musclés. Oui, les Camerounais, hein, oui, bien sûr, le Sénégalais, on voit des gros lutteurs sénégalais. C'est des gens qui vivent dans un milieu riche en calories, hein, bien sûr. Donc, on va avoir des gars qui sont sélectionnés, qui n'ont pas de sélection sur les petits, puisqu'ils n'ont pendant des siècles pas de sélection à cause de la richesse de leur alimentation, pas de sélection sur les petits, puisque les petits survivent beaucoup mieux que les grands en cas de carence énergétique, donc de carence calorique. Hein. Vous savez très bien, dans les camps de concentration, j'ai des amis qui avaient fait les camps de concentration, hein, un ami qui avait fait Auschwitz, alors pas dans les Miradors, lui il était prisonnier, un ami polonais juif, hein, costaud, haltérophile et tout, et il m'avait dit, on voyait les grands mourir, on savait, hein, ils allaient mourir. Et pareil, un ami qui avait fait lui les camps de concentration russes, un ami hongrois, qui me disait quand on voyait un grand arriver, on lui donnait pas un grand costaud, pas longtemps à survivre. Bah oui, c'est les grands qui partent le premier en cas de carence alimentaire et les petits survivent. Donc les endroits où il y a beaucoup de grands costauds balèzes qui ont un métabolisme calorique, qui demandent beaucoup de calories, c'est des gens qui vivent en milieu calorique et important depuis des générations. Donc Camerounais, hein, c'est des broussards, ils vivent dans la forêt. Hein, c'est mon ami Beyeke, hein, mec qui, même sans stéroïdes, il est comme ça, avec des bras comme ça. Hein, le mec, il est monstrueux, il est à l'Olympia. Le mec, il s'entraîne à peine, il est énorme. Et déjà, il s'entraîne pas, il est énorme. C'est des mecs qui sont costauds, un peu comme les Islandais, qui ont tout le temps eu beaucoup d'aliments, en vérité, hein, quand ils sont arrivés là-bas. Donc, pas de sélection sur les petites, on a une bonne gestion alimentaire. Autrement, s'il y avait eu des famines, tu n'aurais pas eu des grands Islandais. Hein, pareil pour les Allemands du Nord, hein, qui sont grands et costauds, ou même les Polonais qui ont bien géré un moment la nourriture abondante pendant de nombreuses générations, fait que tu as une élimination des petits, hein, puisque les petits survivent mieux en carence, en famine. Donc quand les peuples sont un peu petits, c'est comme ça. Alors pas les pygmées, pour d'autres raisons, les pygmées, hein, ce qu'on avance comme théorie, et Alain Froment, qui est un ami qui a étudié cela, chez les pygmées, qui est un spécialiste des pygmées, visiblement, le système des pygmées est un système génétique très intéressant, hein, qui fait qu'ils vivent en surabondance calorique, hein, dans leur forêt. Hein, et à côté, ils ont les Camerounais aussi, bien sûr, au Cameroun, il y a des pygmées. Hein. Puis je dis au passage bonjour à mon ami Amourel, hein, qui m'a fait une très belle musique pour mon site. Hein. Et les pygmées sont petits, musclés, mais petits, pourquoi? Parce que c'est un milieu qui est très riche comme c'est équatorial, humide, la nature est luxuriante, et il y a beaucoup de bactéries, de virus en tout genre, et si la population est importante, hein, donc une population de pygmées, ils sont petits, ils n'ont pas un gros poids, on ne peut pas être très nombreux en chasseurs-cueilleurs sur un territoire non agricole, hein, donc ce sont des chasseurs, hein, cueilleurs, hein, pas des agriculteurs comme les Camerounais qui sont broussards, mais agriculteurs en même temps, hein, et à ce moment-là, un système d'autorégulation génétique se met en place, fait qu'il y a une réduction de taille des individus pour pouvoir avoir le maximum de patrimoine génétique différent, hein, et de mutations possibles pour résister et trouver la bonne mutation par rapport aux bactéries, aux pathogènes qui se trouvent dans ce milieu très riche en alimentation, mais aussi très riche en pathogènes qui peuvent vous tuer. Donc plus on a d'individus, plus on peut avoir la bonne mutation
pour résister à telle ou telle bactérie. Donc l'avantage d'être plus nombreux, parce qu'évidemment, si vous n'êtes pas nombreux, il y a une bactérie qui emporte tout votre groupe, c'est pas très bon. Hein. Et si vous êtes assez nombreux, ben, il en restera encore quelques-uns pour continuer à survivre avec la bonne adaptation à la bactérie ou au virus. On a bien vu dans le coronavirus, tout le monde n'est pas égal, il y en a qui partent tout de suite, hein, et d'autres qui résistent très bien sans, pour eux c'est un petit rhume. Et puis il y en a d'autres, c'est la mort assurée. On l'a vu. Bon, au Cameroun, les pygmées ont fait la même chose, donc c'est un peu contre-intuitif, mais c'est une autre façon que la nature a prise pour pouvoir s'adapter à la richesse, à l'exubérance de la nature et avec sa variété de pathogènes. Donc c'est très intéressant de comprendre que les mecs costauds et grands, c'est des mecs, on les trouve chez les Islandais, qui gagnent les concours de force, hein. L'Islande, c'est l'équivalent en population d'un quartier parisien, hein, et on a les plus forts du monde dans ce quartier, on en a plein. Hein. Donc c'est parce qu'ils ont été suralimentés. Hein. Et pareil chez les Camerounais, tu vois une suralimentation permanente, à part les pygmées, mais les Camerounais sont aussi des agriculteurs et ne vivent pas en milieu forestier avec zoonose, comme on dit, c'est-à-dire contact permanent avec des animaux qui mangent, avec des bactéries. Ils ont quand même un système de vie qui fait que ça les éloigne un petit peu des bactéries. Ceci dit, ils en ont plein. Mon ami Amourel était récemment malade. Il a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner parce que il a eu un problème digestif, sûrement une bactérie ou un virus du coin. Il a survécu et j'espère qu'il va faire des enfants. Mon ami il chante magnifiquement bien. Amourel, magnifique chanteur et toujours positif. J'aime beaucoup. C'est un ami. Voilà, je connais depuis 10 ans. Voilà. Donc c'est très intéressant de comprendre ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des grands costauds, des strongmen, ben là où il n'y a pas de carence alimentaire. Hein, et on pourrait voir des strongmen aussi venant d'Afrique équatoriale humide, où il n'y a pas de carence alimentaire depuis des siècles et des siècles, où il n'y a pas de sélection sur les petits. Ben, on a Bibi, comment il s'appelle machin Bibi, là, qui a des meilleurs soulevés, hein, je ne sais plus de quel pays il est, et on a aussi les gros lutteurs sénégalais, hein, qui sont des mecs énormes, baraqués, parce qu'il n'y a pas de... Ils mangent beaucoup, et il n'y a pas de carence alimentaire. Donc ça va sûrement faire des strongmen d'ici quelques temps. Alors peut-être pas, ils sont trop longilignes, mais longiligne c'est pas mal pour les strongmen. Hein. Donc c'est pour ça qu'on les voit arriver en strongmen. Je prédis qu'on va avoir de plus en plus de strongmen africains de ces régions-là. Hein. Comment il s'appelle Bibi, machin Bibi, vous me corrigerez, qui est très très fort, mais qui a gagné des compétitions en strongman, certaines spécialités. Donc on en voit arriver, hein, bien sûr, les sprinters c'est autre chose. Hein. C'est des gars qui mangent bien, qui sont dans des pays, mais qui n'ont pas forcément cette suralimentation. Pour être un sprinter, il faut déjà être dans un milieu, ou être originaire d'un milieu où il y avait un peu plus on va dire, de chaleur que dans les milieux comme les Camerounais qui sont trop massifs, hein, qui mangent beaucoup, où il faut vraiment thermoréguler dans des milieux en général sahéliens, parce que pour être sahélien, il faut être très longiligne, hein, pour évacuer un maximum de chaleur. Hein. Donc c'est les sahéliens. Les Sénégalais peuvent être bons aussi, hein, mais les Camerounais non, parce que il y a pas, c'est des montagnards, il y a beaucoup de lumière, mais il n'y a pas énormément de chaleur hein, au Cameroun. Donc tu n'auras pas beaucoup de super sprinters camerounais. Par contre, des mecs originaires d'Afrique, on les voit, hein, les afro-descendants, ils cartonnent à fond, et en plus en sprint, hein, parce qu'ils ont cette génétique de Sahéliens bien nourris, hein, bien alimentés. Alors, quand les Sahéliens sont moins bien alimentés, avec plus de carences, on va dire, quelques famines, ça fait des Kenyans, par exemple. Puis après, tu as les Éthiopiens, mais dans les courses de fond, les Kenyans, Éthiopiens. Alors, les Éthiopiens, c'est pour des raisons génétiques, hein, aussi d'adaptation à l'altitude. Hein. C'est assez impressionnant, j'en ai déjà parlé. Ça fait des gars qui ont un système de ventilation et en même temps une adaptation à un climat relativement chaud, hein, qui leur permet d'être hyper performants en course de fond. Voilà. Sur les trails, ils commencent à être bien performants aussi, mais les super trails, les Européens vont garder, bien sûr, génétiquement, cet avantage, pas parce qu'ils courent mieux, ils n'ont pas de restitution énergétique dans leur tendons, mais parce qu'ils sont plus gras pour passer l'hiver. Les Européens ont réserve de gras autour du corps et dans le ventre, qui leur permet, quand les Africains qui courent mieux et qui commencent à être en panne d'énergie au bout de 60-70 km, les Européens, tu les vois passer les 70
un peu plus lentement, mais après, eux continuent à marcher parce qu'ils ont de l'énergie encore dans le réservoir sous forme de gras viscéral, hein, et un peu sur la peau. Hein. Donc c'est l'avantage d'être blanc sur les super trails. Voilà. Hein. Même si tu as moins de restitution énergétique tendineuse. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. C'est assez intéressant, la vidéo de notre ami Thibaut InShape. Hein. Il a parlé de génétique. Récemment, ils se sont aperçus qu'il y avait un gène. J'en ai parlé parce que les études scientifiques s'étaient trompées. On dit, oh, quel prétentieux de la vie. Non, c'est pas prétentieux. C'est qu'il y a un savoir assez colossal dans certains domaines. Je ne suis pas généticien, mais j'ai une très bonne connaissance globale. Ils sont aperçus que, par exemple, le gène qui modifiait la résistance des tendons, donc faisait des tendons plus tendus, donc tu rebondis mieux, hein, était un gène qui était associé au fait de modifier la forme des globules rouges, ce qui faisait que les gens étaient moins sensibles à ce terrible fléau qui est le palu, parce qu'il y avait des globules rouges qui justement empêchaient ce pathogène d'être fatal. Hein. Et en même temps, ça modifiait les tendons. Alors eux, on pensait que c'est parce que c'était une adaptation à ce pathogène qu'on avait les tendons plus tendus, nos Africains et surtout les Jamaïcains qui l'ont. Hein. C'était venu d'une adaptation à ce pathogène. Hein. Et en vérité, c'est une mauvaise interprétation. C'est avant tout une adaptation des tendons qui modifie aussi les globules rouges et qui fait que tu es plus résistant à ce pathogène, parce que la première cause de mortalité, c'est pas le palu en Afrique, hein, à la base, hein, il faut revenir des temps anciens, c'est surtout la montée en chaleur, hein, et le fait que notre cerveau va monter en surchauffe et va poser des problèmes de perception du monde et même des fois de mauvais fonctionnement du cerveau et ensuite la mort de l'individu par surchauffe. Donc c'est avant tout le fait d'avoir des tendons qui restituent bien l'énergie cinétique, hein, de la chute, hein, qui restitue l'énergie, hein, qui va empêcher le corps de monter en mouvement et qui va empêcher de mourir de surchauffe. Et ainsi, en même temps, ce gène modifie les globules rouges qui permettent de résister à un pathogène, mais ça va pas dans le sens que nos savants, que nos études, que nos scientifiques qui ont fait une très belle découverte, hein, pensaient, puisque il faut penser logique. La première cause de mortalité, si tu reviens dans le passé, c'est pas le palu, hein, c'est avant tout la surchauffe. Voilà, donc c'est toujours des problèmes de thermorégulation, d'adaptation au milieu, qu'il soit climatique comme au milieu pathogène. Hein. C'est toujours très 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 intéressant de comprendre cela. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. Alors si ça vous a intéressé, hein, si vous voulez comprendre l'évolution humaine, hein, vous pouvez regarder cette petite vidéo de Thibaut InShape. Alors, c'est pas sa spécialité, il y a quelques petites erreurs, il va pas jusqu'au fond. On peut pas lui demander d'aller au fond parce que c'est pas son domaine, mais il est extrêmement honnête, bien plus honnête qu'un zététicien qui vous dira que tout est histoire de volonté et de travail. C'est de la démagogie pour se rassurer soi-même ou pour essayer de faire croire aux autres qu'ils vont devenir des champions et comme ça ils vont t'aimer parce que tu vas les caresser dans le sens du poil. Non. Même si tu travailles, si tu n'as pas une bonne génétique, tu ne seras pas un champion. Par contre, si tu travailles, et comme le dit Thibaut InShape très très bien, si tu travailles, tu seras toujours meilleur que si tu ne travailles pas. Donc la plus grande des satisfactions d'un homme, bien sûr, c'est de progresser par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres, parce que tu n'es pas les autres, tu ne pars pas avec leur génétique, tu ne parles pas avec leur milieu forcément socio-culturel, hein, tu as beaucoup d'avantages ou d'inconvénients qui fait que ce que tu deviendras n'est pas ce que deviendra l'autre avec la même somme de travail. Voilà, c'est très intéressant de comprendre ça. Alors si vous voulez comprendre l'évolution humaine, hein, un peu, vous avez l'éveil des consciences. Alors j'ai mis des tranches de jambon, hein, c'est une blague qu'on m'a sortie pour vous montrer quand même qu'on parle beaucoup d'évolution humaine et de biomécanique. Alors vous voyez, là j'ai mis, alors c'est un néandertalien et alors c'est un néandertalien ici, mais un européen, c'est quasiment la même chose, hein, sauf un européen du Nord, hein, qui nourrit au lait, qui va pousser au niveau des jambes, qui aura des grandes jambes. Voilà. Et là, pas forcément un bassin d'Africain aussi.
c'est un avantage énorme. Et là, vous avez un Africain subsaharien très tendineux, hein, vous voyez, pour restituer l'énergie. Hein, peu de muscles et beaucoup de tendons, comme ça, quand il rebondit sur ses tendons et lui produit de l'énergie pour se déplacer, mais c'est beaucoup moins efficace, hein, ça déplace le corps hein, puissamment, mais ça ne rebondit pas et c'est très lourd à porter. Voilà, et ça ne fait pas des champions de course. Hein. Voilà, alors vous avez plein de petits dessins là-dedans. Alors pareil, je vous ai montré un système de thermorégulation européen du Nord et en vitesse Néandertal et sapiens africains. Nous sommes tous issus d'ailleurs, même les Néandertaliens, mais des pré-sapiens, on va dire. Et vous voyez un peu les adaptations au chaud et au froid. Tout ça, ce sont des adaptations de thermorégulation en fonction du climat hein, et de la rigueur du climat. Voilà, et de l'hiver, et du froid, ou de la chaleur, du manque de nourriture, ou pas. Voilà, très bon petit livre, hein, voilà, fessier d'Africains, fessier d'Européens. Hein, vous voyez que chez l'Africain, le fémur est plus long, même le tibia, tout est plus long. Hein, vous voyez, hein, voilà, tout est plus long, c'est une blague, mais c'est vrai. Et vous avez ici le fessier projeté vers l'arrière, l'os iliaque projeté vers l'arrière, puisque le bloc moteur n'est pas en bas, il est en haut, près du centre de gravité, pour ne pas produire de chaleur excessive. C'est toujours intéressant de le comprendre. J'ai fait ça pour éduquer le monde, pour éduquer mes frères humains. Hein. Voilà l'histoire du psoas iliaque entre un Européen et un Africain, parce que, bien sûr, le psoas iliaque permet et l'antagonisme du fessier permet de remonter la jambe pendant la course ou la marche. Hein. Et comme les Africains marchent beaucoup en fessier et psoas, et les Européens vont marcher plus en quadriceps jumeaux, hein, et sans restitution d'énergie. Donc c'est tout le temps intéressant de comprendre ça, hein, de comprendre les formes de bassin, voilà, morphologie, hein, adaptée au chaud, adaptée au froid, asiatique, je les ai mis à la même taille, et ici, africain, on va dire qu'ici, elle sera un Kenyan, ici, un Chinois, un petit Chinois du Nord, ils ont la même taille, vous voyez que le bassin de l'un est plus grand que le bassin, et plus haut que le bassin de l'autre, il y en a un qui a un membre inférieur plus musclé, hein, et plus musculaire, mais celui-là, un fessier plus développé, ça celui des et rebondit sur ses grands tendons et fait de grandes enjambées, d'où la performance des Africains, adaptation à la chaleur, et Européens, adaptation au froid, marche de l'Africain, marche de l'Européen. Ah, c'est un peu caricatural, mais c'est la vérité, pour vous montrer un peu marche économique fessier, hein, marche produisant de la chaleur européen. J'ai mis un néandertalien, mais c'est à peu près la même chose, puisque le crâne varie aussi, et c'est le néandertalien, c'est la caricature de l'Européen adapté au froid. Hein. Les Inuits ressemblent un peu à ça, les Mongols aussi, hein, mais de Mongolie, hein, pas les Mongoliens, les Mongols. Donc voilà, c'est très intéressant de voir ça. Et puis voilà, petit schéma encore montrant les variations européens et africains, montrant les blocs moteurs différents pour, un, produire de la chaleur, deux, éviter d'en produire. Hein. C'est pas pour courir vite après les gazelles ou fuir un lion, hein, où ça n'a rien à voir. Ça, j'en ai rien compris à l'évolution. C'est pour tout le temps des histoires de chaleur et de thermorégulation. Hein. Les Africains transpirent plus, et ça se voit pas. Les Européens transpirent beaucoup, mais c'est pas très moins, mais c'est pas très efficace. Et c'est grosses gouttes. Il y a plein de systèmes de thermorégulation qui varient, plein de variations génétiques en tout genre qu'on connaît et qu'on va découvrir et qu'on découvre tous les jours, et qui fait que n'écoutez pas les zététiciens ou les égalitaires. Nous sommes égaux devant la loi, devant Dieu, mais pas génétiquement, puisqu'on est adapté à des milieux différents. Hein, ce qui fait que certains vont performer dans un domaine et certains dans d'autres. Hein. La nature est faite de la sorte hein, que nous sommes adaptés et nous nous adaptons et nous continuerons à nous adapter et à nous mélanger aussi pour créer du métissage qui est souvent qui a été souvent une porte de sortie évolutive, puisque ça évite de la casse génétique quand les Européens, les Africains hein, sont montés au nord pour faire des Européens, quand les sapiens hein, sont montés au nord pour faire des Européens, ils ont rencontré Néandertal, bien sûr, et du métissage a eu lieu, il y a eu amour, hein, et des gènes sont passés de Néandertal à sapiens, et les Néandertaliens étaient moins nombreux, se reproduisaient moins rapidement, et les sapiens, eux, étaient un peu plus vigoureux génétiquement, oui, parce qu'au sud, on est un peu plus vigoureux génétiquement, il y a plus de nourriture, donc on peut être plus nombreux, hein, et on se reproduit plus, hein, puisqu'il y a plus de nourriture, et donc du coup, c'est un mélange, mais on a évité une sacrée casse génétique, puisque de ces mélanges est rentré chez Sapiens
des gènes néandertaliens qui a fait blanchir un peu Sapiens, qui lui a permis de s'adapter aux pathogènes du Nord, qui lui a permis de s'adapter à ce climat froid, en variant le système respiratoire hein, qui était différent chez Néandertal, un peu comme nos amis tibétains ou éthiopiens ont des systèmes adaptés à l'altitude hein, et au froid. C'est des adaptations qui fonctionnent aussi au froid. Hein, donc, il y a une cage thoracique plus épaisse, une respiration plus rapide. C'est un avantage aussi. Donc, on a chopé plein de trucs de néandertaliens. Les néandertaliens ont progressivement disparu, aspirés, en fin de compte, dans les sapiens, hein, il y a une goutte de lait dans le chocolat, mais les gènes néandertaliens se sont développés d'une façon énorme dans les sapiens, puisqu'ils permettaient aux sapiens de survivre, et ceux qui avaient les gènes d'adaptation à ces climats rudes du Nord, les sapiens, ont mieux survécu que les autres, et ce qui fait qu'on se retrouve maintenant, si on n'a plus de néandertaliens, hein, on a quand même génétiquement beaucoup plus de kilos de gènes de néandertaliens dans les sapiens qui sont du Nord, qui sont même en vie, hein, et qui sont restés en vie, qui ont transmis leurs gènes, qu'à l'époque où vivait Néandertal. C'est-à-dire qu'on a énormément de kilos de néandertaliens sur génétique, hein, c'est la matière, hein, en Europe, beaucoup plus qu'à l'époque des néandertaliens, même si bien sûr on a encore plus de kilos de sapiens. Mais ils sont là, en nous, en tout cas chez nous, les Européens, un peu chez les Asiatiques, on a pas mal d'autres espèces, entre guillemets, puisqu'on est tous sapiens quelque part, hein, sapiens, on est tous humains, hein, homo, on va dire, on est tous homo, je passe de l'espèce. Hein. Voilà. Hein. Donc voilà, que les zététiciens ne m'attaquent pas. Hein, je parle de l'espèce, voilà, on est tous homo. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette homo sapiens, hein, homo néandertalis, voilà. Je ne suis pas woke, j'ai rien contre les woke, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. Et si ça vous intéresse, voilà, le livre qu'il vous faut pour comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi vous êtes comme ça, ou aussi pour comprendre pourquoi votre voisin est ainsi, hein, pourquoi il est comme ci, il est comme ça, pourquoi il pense comme si. On est forgé physiquement et intellectuellement par notre milieu. Hein, on est physiquement, génétiquement, intellectuellement, tout ça se mélange. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.